Narcisse Ngoseke Nemba Nemba. Il est né à Tchoumbé, dans le Sankourou, le 27 janvier 1949. Il est marié. Il est docteur en médecine, spécialiste en neurologie. Il est en même temps agrégé d'enseignement supérieur en médecine. Il a été plusieurs fois professeur visiteur, notamment à l'université McGill au Canada. Sur le plan politique, en 1992, il était ministre de l'Environnement dans le gouvernement, on devrait qualifier d'éphémère, du Premier ministre Etienne Tshisekedi Wamulumba. Et récemment, il était vice-ministre de Finances dans le gouvernement de Sami Badibanga Ntita, le gouvernement qui a été nommé en décembre, sauf erreur, le 22 décembre, jusqu'au 7 avril, date de la nomination de M. Bruno Tshibala comme Premier ministre. Est-ce bien ça? C'est bien ça, M. Ambavici Baudouin. Je voudrais seulement rectifier que M. Etienne Tshisekedi, le président Etienne Tshisekedi, a eu à former 3 gouvernements. Il y a eu d'abord un gouvernement d'1 jour, et le deuxième gouvernement de 3 jours, et le troisième gouvernement de 3 mois. Et je peux vous dire que dans tous les 3 gouvernements, j'y étais comme ministre, au même poste, ministre de l'Environnement et Tourisme. Voilà pour un complément d'information. Ensuite, je suis toujours et actuellement professeur à l'université de Kinshasa, où j'ai repris mes activités de manière permanente en attendant l'évolution politique dans mon pays. En fait, vous sortez du gouvernement de Sami Badibanga. Vous avez passé pratiquement 4 mois. Qu'est-ce qu'on peut retenir de ce passage? 4 mois, vous avez fait quoi? Quels sont les problèmes que vous avez rencontrés? Quels sont les problèmes surtout que vous avez résolus au plan social, économique, politique? Bon, j'ai fait 3 mois ou 4 mois au gouvernement de Sami Badibanga au poste de vice-ministre aux Finances. Et qui dit vice-ministre... Quand on dit vous, c'est pas vous, en tant que Ngoseke, tout le gouvernement. Hein? Oui, mais ici, il faut... Bon, je vais parler d'abord individuellement pour parler de manière globale. Je ne suis pas habilité à faire le bilan du gouvernement Badibanga parce que je n'en étais pas le coordonnateur, mais au moins individuellement, je peux vous dire des choses que nous avons faites à mon niveau, au niveau du ministère des Finances, pour aider le gouvernement à avoir un bon bilan de 4 mois. En fait, sur le plan des finances publiques, nous avons trouvé un déficit budgétaire de plus de 600 milliards de francs congolais. Nous avons réussi à réduire ce déficit par un système de la discipline au niveau des recettes de l'État et en évitant aussi les dépenses folkloriques et les dépenses inutiles. Nous sommes parvenus à endiguer ce déficit pour le ramener à moins de 200 milliards de francs congolais. Donc c'est déjà un exploit à 3-4 ans. Ensuite, nous avons trouvé le dollar à 1200 francs congolais. Nous l'avons stabilisé tant bien que mal pour contenir ce dollar jusqu'à maximum 1400. Et le problème, c'est toujours au niveau de l'impact sur le plan social. Attendez, je vais y arriver, Baudouin. Je vais y arriver. Et je dirais par rapport au dollar, à notre époque, il y avait parallèlement le fameux problème politique de dialogue de la CENCO. Et par anticipation, nous avons connu une espèce de dépréciation de la monnaie congolaise qui n'était pas liée à des facteurs économiques objectifs. Mais par rapport au social, il était très tôt d'apprécier cela dans la mesure où, une fois que nous avions stabilisé le cadre macroéconomique avec un bonus mensuel que nous avions, il était tout à fait possible, si on avait poursuivi cette logique, si on l'avait poursuivi, d'augmenter les salaires
des agents de l'État, commençant par les policiers, les militaires, les fonctionnaires, les enseignants, il était possible d'augmenter de 20% entre le mois de juillet et le mois d'août. Si on avait poursuivi cette lancée, malheureusement, elle a été interrompue pour des raisons politiques que vous connaissez. Sur le plan des infrastructures, nous avons eu à gérer certaines situations au niveau, par exemple, de la route de Matadi qui était coupée. Il y avait à l'intérieur des érosions ou des routes qui étaient détruites. Nous avons fait beaucoup de choses, mais avec les maigres moyens qu'on avait, on ne pouvait pas faire grand-chose. Et surtout, nous avons réussi à faire des dépenses contraignantes de manière permanente et à temps utile. Qu'est-ce que j'appelle les dépenses contraignantes? C'est d'abord les salaires des fonctionnaires, des policiers, des militaires et des agents de l'État, autres enseignants et autres. Ces personnes étaient toujours payées en date. Pendant les 4 mois que nous sommes restés au gouvernement, il n'y a pas eu de retard. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que nous avons respecté nos assignations vis-à-vis de la CENI. Qu'est-ce que ça veut dire? Que les montants qui devaient être décaissés de manière mensuelle à la CENI étaient décaissés à notre époque et de manière régulière. Nous n'avons pas connu de retard. Donc, pour moi, au niveau de la gestion des finances, au niveau des missions qui nous étaient confiées pendant cette période avec le gouvernement d'Union nationale, la triple mission, les élections, la paix et l'amélioration du cadre de vie de la population, nous avons atteint certains résultats. Évidemment, ce n'est pas 4 mois que l'on peut résoudre des problèmes qui étaient chroniques depuis plusieurs années, mais nous avons réussi à le faire. Mais pour des raisons politiques, de gestion politique, nous sommes partis. Bon, il reste aux autres de faire la même chose, si pas mieux, mais là, vous êtes mieux placé pour apprécier la situation du moment. Mais je vais vous poser une question un peu vache. Oui, je vous en prie. Que répondez-vous à ceux qui disent que votre plus grosse erreur, c'est d'avoir quitté l'opposition pour entrer dans un exécutif? Et une sous-question, si c'était à refaire, est-ce que vous alliez rentrer au gouvernement? Votre question comprend 2 volets. Le premier volet, rester à l'opposition pour faire je ne sais quel combat. Et le deuxième volet, si c'était à refaire... Vous vous êtes battu pour la démocratie et les droits de l'homme, docteur? Oui, justement. Je vais vous répondre. Parce que tout cela, il faut les placer dans le contexte du moment. Nous sommes battus pour la démocratie, pour les droits de l'homme, pour l'état de droit, et je suis toujours figé à cela. Lorsque j'ai vu le Premier ministre Tshisekedi pour lui annoncer que j'entrais dans le gouvernement Badi Banga, il m'a dit, je n'ai pas d'objection, mais je vous demande de rester un ministre combattant. Ça veut dire que, à l'époque, et quand je l'ai vu, le président Tshisekedi m'a exhorté à demeurer fidèle à mes convictions de combattant, qui sont les convictions que vous venez de rappeler. Et je ne les ai jamais perdues en entrant au gouvernement Badi Banga. Rien n'a été dilué, je reste toujours fidèle à mes convictions. Si c'est à refaire avec l'accord de la Saint-Sylvestre, qui est un gouvernement d'union nationale, je le referai volontiers, mais en étant fidèle à mes convictions. Autrement dit, le gouvernement Tchibala, vous considérez qu'il est fidèle à l'accord ou pas? Non, je n'ai pas de jugement de valeur. Mais si les auditeurs aimeraient, parce que si vous ne le dites pas, qui va le dire? Je vais vous dire ceci. Oui. J'ai beaucoup de choses à dire sur l'accord, puisque pour moi, l'accord était mal négocié sur 2 volets importants. Le premier volet, c'est le processus électoral qui a été bâclé dans cet accord. On reviendra au processus électoral. Deuxième volet, c'est la problématique de la nomination du Premier ministre qui a été bâclée. Et puis, l'accord était négocié avec
le fait que personne n'a imaginé la disparition un jour du président Tshisekedi avant l'exécution ou après l'exécution de cet accord. Malheureusement, paix à son âme, le président Tshisekedi nous a quittés au moment où il fallait mettre cet accord en exécution. Ce qui a posé problème, et cela est reconnu même par les évêques. Ils reconnaissent pourquoi, parce que il y a beaucoup, si lui avait été là, c'est lui qui aurait désigné la personne qui allait être Premier ministre du gouvernement conformément à l'accord de la Saint-Sylvestre. Mais après, il y a eu une lutte d'influence ou une course au pouvoir entre des fractions du rassemblement et qui se sont déchirées, à telle sorte que c'est lui qui doit nommer, puisque le Premier ministre est proposé par le rassemblement, mais nommé par le président de la République. On ne va pas oublier ça. Docteur. Non, attendez. Le vin est tiré, il faut le boire. Attendez, Baudouin, c'est important, parce que si on ne le dit pas, on ne va pas corriger les erreurs. Donc, pour le moment, on a puisé quelqu'un du rassemblement pour être Premier ministre. Personne ne peut contester aujourd'hui que Bruno Tshibala était le modérateur des travaux des Genval qui ont donné naissance au rassemblement. Personne ne peut contester que M. Bruno Tshibala a été le porte-parole du rassemblement à Kinshasa avec un homme comme Bruno Tshibala qui n'a jamais été contesté dans les fonctions que je viens de vous citer. Donc il était en droit d'être Premier ministre du rassemblement et il est Premier ministre issu du rassemblement. Donc l'accord a été bel et bien respecté. Sur une liste de 5 personnes, sur laquelle liste qui venait de rassemblement présidé par Olengakoy, comme président du comité des sages, et Tshibala comme président du rassemblement, il y avait 5 noms. Et à ma connaissance, il y avait le nom de Tshibala, de Félix Tshilombo et d'autres. Et celui qui a choisi, selon les prérogatives constitutionnelles qui sont dévalues par l'accord même, il a nommé quelqu'un du rassemblement. Là, moi, je n'ai pas à discuter, en tout cas, je ne peux pas contester la qualité de M. Tshibala comme étant membre du rassemblement. Docteur Loseke, vous êtes un acteur politique. On a puisé, on a mis Tshibala. Et on a parlé de la crise politique. Vous venez du pays, c'est vous qui avez dit que le pays va mal, même politiquement. Le fait d'avoir nommé Tshibala, est-ce que ça a résolu le problème politique? D'après vous, par oui ou non? Au moins, c'est mieux qu'avant ou c'est pire qu'avant? Non, ce n'est pas le fait de nommer quelqu'un qui va résoudre automatiquement la crise. Non, c'est une crise politique. Est-ce que ça a eu un impact positif ou négatif? Pour le moment, je ne peux pas le juger. En fait, il faut voir la mission qui est confiée à un gouvernement d'union nationale. La mission comporte 3 volets. Premier volet, organiser les élections. Deuxième volet, stabiliser le cadre macroéconomique en vue de l'amélioration du climat socio-économique de la population. Troisième, la mission, c'est la sécurité. Maintien de l'ordre et la sécurité des personnes et bien travailler. Bien, merci beaucoup, docteur Loseke. Nous allons progressivement vers la fin de notre émission. Et un dernier point dans l'actualité. Il se passe des choses au Kasaï. Ça fait 1 an. Ça a eu lieu même quand vous étiez au gouvernement. Ça continue. Et quelle est votre lecture? Vous parlez du Kasaï, pas tous les Kasaï. Kasaï central, et Kasaï. 2 provinces, et aussi Kasaï oriental dans une certaine mesure. En fait, tout est parti des problèmes coutumiers. Et je crois que je ne vais pas faire l'historique de ça, parce que c'est passé dans beaucoup de médias, RFI en a fait même toute une émission. Et c'est surtout le comportement des forces de l'ordre. Attendez. La situation est très regrettable dans la mesure où on a voulu
violer les droits coutumiers, c'est-à-dire ce qui se fait coutumièrement, en voulant imposer un ordre qui vient d'en haut, et contrairement à la tradition de certaines chefferies, c'est-à-dire certains chefs coutumiers. Mais le problème qui s'est posé par la suite, c'est le fait pour l'État d'utiliser la force pour résoudre un problème qu'on aurait pu résoudre par la voie pacifique. Et c'est ce que notre gouvernement a cherché à faire après toute l'escalade de violence qu'il y a eu entre les forces de l'ordre et les miliciens considérés comme étant des Kamwina Sampou. Eh bien, la solution au niveau de notre gouvernement était d'arriver à un dialogue et laisser les autorités traditionnelles ou la chefferie de Kamwina Sampou désigner la personne la plus habilitée à remplacer celui qui était malheureusement assassiné dans les conditions que vous connaissez. Mais bon, il était assassiné, on ne pouvait pas, les criminels ont été jugés, je crois qu'ils sont même déjà condamnés, et on ne pouvait pas se lamenter là-dessus. Un gouvernement n'a pas pour rôle de continuer à se lamenter ou de regarder dans les rétroviseurs. Il fallait stabiliser la situation. C'est ce que Ramazan Chadari a fait. Il a effectué de nombreuses missions dans les 3 Kasaï et il est parvenu à obtenir un accord dans la désignation de l'actuel chef de la lignée de Kamwina Sampou et qui est là et de quoi l'arrêté est déjà signé au moment où nous parlons et c'est lui qui va régner. Mais les blessures restent. Pourquoi? Parce qu'il y a eu beaucoup de morts, il y a beaucoup de déplacés communes, de déplacés, et on a perdu même 2 experts des Nations Unies. Là, il faut qu'on établisse les responsabilités. La situation est stable pour le moment, mais ça peut exploser à tout moment, et j'espère bien pour les Kasaï que cette situation ne va pas revenir. C'est la raison pour laquelle on pense qu'avec les nouvelles autorités à la tête de la province, pas le Kasaï, parce que si le Kasaï n'était pas, le gouvernement du Kasaï n'était pas fort impliqué dans les événements, mais celui du Kasaï central l'avait été pour des raisons que vous connaissez. Eh bien, nous espérons que cette situation, non seulement va se stabiliser, va être calme, mais aussi surtout, établir les responsabilités au niveau du gouvernement et au niveau aussi de la milice ou des personnes supposées être milices des Kamwina Sampou. Vous savez aussi qu'il y a une commission d'enquête qui va descendre sur le terrain. Le gouvernement congolais a accepté, sauf que le gouvernement exige d'en être les coordonnateurs ou quoi, mais peu importe. Moi, je pense que si on veut faire une mission transparente, une mission internationale, même s'il y a la présence du gouvernement, cela n'empêche pas du tout qu'on arrive à des résultats. Il vaut mieux cela que rien du tout. Surtout que quand on a la conscience tranquille, souvent on n'exige pas qu'il y ait ceci qui est pas cela. Non, mais sur le plan diplomatique, sur le plan de droit, de souveraineté, je crois que l'État congolais a le droit d'avoir un droit de regard sur une enquête qui se fait dans son pays. Mais là où je suis tout à fait d'accord avec les Nations Unies, c'est qu'il faut qu'on leur donne tout à fait la liberté d'effectuer les enquêtes, d'écouter, d'auditionner les personnes, d'aller où ils veulent pour faire le travail qu'ils doivent faire. Dans l'intérêt de la vérité. Tout à fait. Exact. Merci beaucoup, docteur Leseke. Nous allons pratiquement vers la fin de notre émission, à moins que vous ayez une petite question et puis je vais clôturer. Oui. Lundi 17 juillet, des chefs religieux musulmans, donc des imams, des cheikhs
et des ulamas, comme on les appelle, ont fait une déclaration à la télévision nationale à Kinshasa en demandant à Joseph Kabila de ne pas céder son pouvoir à un groupement politique tant qu'il n'y a pas eu élection. Deuxième chose, ils ont attaqué en quelque sorte l'Église catholique en l'accusant de partialité avérée tout au long de la médiation, du dialogue au centre interdiocésain. Pensez-vous que Joseph Kabila est prêt à, faire organiser une guerre de religion juste pour qu'il reste au pouvoir? Bon, vous parlez des chefs religieux d'une certaine confession religieuse. Moi-même, je n'ai pas suivi les déclarations, mais vous dites, et vous les dites, vous les soulignez si bien, qu'ils ont fait allusion à un groupe politique qui aimerait prendre le pouvoir. Moi, je ne vois pas le président Kabila céder son pouvoir à un groupe politique, sinon il l'aurait déjà fait. Je pense que ce qu'il attend, c'est l'opportunité de l'organisation des élections pour qu'il cède son pouvoir. Mais moi, je ne suis pas dans ses intentions de ce qu'il envisage pour la date des élections. Mais ce qui est vrai, c'est que parler d'un groupement politique, je ne sais pas auquel groupement ils font allusion. Certainement le rassemblement. Probablement les rassemblements, mais c'est depuis toujours que le rassemblement réclame l'alternance. Cette alternance ne se fera pas. Peut-être ils font allusion à la déclaration selon laquelle le 1er janvier 2018, il y aura une transition sans Kabila. Bon, moi, personnellement, je ne vois pas comment cela va se faire. Mais ces imams ou ces musulmans n'ont rien à imposer au peuple congolais qui, si il décide le destin du pays à sa manière, il va le faire. Le peuple congolais est tout à fait souverain. Il ne dépend pas des évêques. Quant à la guerre avec l'Église catholique et les allusions faites sur l'Église catholique qui favoriserait l'opposition ou un groupe politique, moi je n'en ai pas vu, je n'en ai pas la moindre preuve. En fait, ce sont des déclarations démagogiques de certains groupes religieux, comme ils ont l'habitude de le faire, pour caresser le pouvoir dans le sens du poil et obtenir certains avantages. Il n'y a rien d'autre que cela, parce que non seulement sur le terrain, ils n'ont aucune audience, par rapport à l'Église catholique pour pouvoir se faire accepter et faire passer ce genre de déclarations qui ne restent que de déclarations faites dans les studios de télévision sans impact politique sur le terrain. Merci beaucoup, docteur Loseke, d'avoir accepté notre invitation pour cette émission Congo-Kinshasa vue de Bruxelles. Et la toute dernière question, nous sommes en mi-juillet 2017. L'accord a prévu que le 31 juillet et le décembre 2017, il y ait alternance. Il y a l'opposition, vous l'avez si bien dit, qui dit s'il n'y a pas élection, il y aura une transition sans Joseph Kabila. Il y a la population qui gronde. Il y a les élections qui auraient dû être organisées. Et comment voyez-vous l'avenir de notre pays entre aujourd'hui et le 31 décembre avec toute cette poudrière-là? Bon, ce que je souhaite, c'est qu'il n'y ait pas de problème dans mon pays, en RDC, qui viendrait compromettre le processus électoral déjà très fragile. Pourquoi je dis fragile? Pourquoi? Parce que tout événement va concourir à allonger les délais de l'organisation des élections. Et le fait qu'il y ait un événement qui viendrait allonger le délai des élections ce serait à l'encontre de ce que nous voulons.
Donc, moi, je souhaite qu'il n'y ait rien d'ici décembre, ou même après décembre, qui irait dans ce sens-là. Transition sans Kabila, je ne vois pas logiquement comment ça peut se faire. Ça serait même la violation de l'accord. Moi, je pense que... Mais Kabila, après 2017, c'est aussi la violation de l'accord. Non, mais après... ça... Oui, tant que nous y sommes. Non, c'est... Ah oui. Non. Mais je crois qu'il faut être... Il faut réfléchir froidement à ce problème. J'ai posé des paramètres qui ne dépendent ni de vous, ni de moi. Oui. Il y a des pesanteurs, des fortes pesanteurs. Le peuple veut, vous l'avez dit, les élections. Ce sera difficile de faire comprendre au peuple qu'il n'y aura pas des élections. Et moindre mot d'ordre, la rue peut gronder. Le rassemblement, vous le savez bien, vous avez été longtemps dans l'opposition, ils ne vont pas aller dormir, ce n'est pas des enfants de cœur. Ils vont mobiliser les gens. Non, ça monte. Moi, j'ai dit, en dehors de ce que vous souhaitez, nous tous, nous souhaitons que ça aille bien. Mais vous le savez qu'il y a un boulot d'étranglement, qui est M. Joseph Kabila, qui, s'il était de bonne volonté, aurait pu depuis longtemps faciliter les choses. Bon, si vous me permettez, oui. Chef Fita, en fait, ce que j'ai dit, c'est pour notre intérêt à nous tous. Parce que moindre événement qui viendrait perturber le cours du processus serait à notre défaveur. C'est ça que je veux dire. C'est un souhait que tout le monde peut faire. Non, nous souhaitons que ça aille bien. Deuxième chose, il faut tenir compte toujours du rapport de force entre ceux que l'on veut voir partir et ceux qui veulent réellement occuper ou être dans les affaires. Vous voyez ce qui se passe avec un candidat président de la République. Donc, c'est un gros problème. Il faut faire clarifier le rapport de force là. Le rapport de force. Dans un langage vraiment vulgaire que les gens comprennent. Bon, c'est-à-dire, d'un côté, vous avez une personne qui a l'impérium, qui a l'argent, l'armée, et qui est au pouvoir, qui est assis sur son siège, et d'autres qui veulent le remplacer par la voie démocratique. Ils ont peut-être le peuple avec ceux qui veulent le remplacer, mais il faut, dans tout ça, il faut arriver à ce qu'on inverse l'équilibre. Cet équilibre, on ne l'inverse pas facilement. Il faut beaucoup de stratégie, beaucoup de réflexion et de froideur dans tout ce qu'on fait. Il ne faut pas des déclarations incendiaires ou des déclarations à l'emporte-pièce qui ne serviront à rien, parce que si demain, en janvier, nous n'avons pas une transition sans Kabila, ce sera une déconfiture. Donc, moi, je suis serein et je pense que la solution, c'est celle que je vous ai proposée. Il faut scinder, il faut que la classe politique se mette ensemble pour scinder les élections, pour que prioritairement, l'élection qui n'a pas besoin de la loi sur la répartition des sièges soit organisée à janvier ou plus tard en février. Mais justement, c'est là que se situe le goulot d'étranglement, l'élection présidentielle. Mais ce n'est pas un goulot d'étranglement. Si la classe politique décide aujourd'hui que nous voulons l'élection présidentielle dans de tels délais, contrairement à l'accord, parce que l'accord n'est pas une loi figée, c'est un accord révisable. D'autant plus qu'on a prévu une évaluation régulière donc de l'application de cet accord. Malheureusement, de ce côté-là, ça ne se fait pas. On n'évalue pas cet accord. Non, moi je donne là une solution qui est personnelle, qui est pour moi valable au lieu de chercher des situations de crise qui nous allongeraient encore le délai. Okay. Et je peux vous dire, et ça c'est mon dernier mot peut-être, sauf si vous m'en donnez un. Non, parce qu'on a plus que 2 minutes. Si on ne fait pas certaines choses avec beaucoup d'intelligence et de stratégie, nous serons au-delà de 2018. Et je sais de quoi je parle. Okay. Donc, si on ne le fait pas, nous allons nous retrouver avec vous ici pour dire qu'est-ce que je vous avais dit. Nous sommes fin 2018, il n'y a encore rien. Donc, faites attention à ce que nous disons.